24 heures après le mariage. Ma femme a organisé une réunion sur les règles du mariage avec son groupe. J'ai qualifié cela de manipulation. Elle a répondu que c'était simplement établir des limites. J'ai répondu que ma limite était de partir. Son livre de règles est ainsi devenu un manuel pour la vie de célibataire. 24 heures après avoir dit oui. Ma femme réécrivait déjà le scénario de notre mariage. Et je vous assure que je n'ai même pas reçu de copie de cette édition révisée. Nous venions juste de rentrer de notre lune de miel à Cabo. 5 jours de bonheur pur selon moi. Mais avec le recul, je peux voir que les signes étaient déjà présents. Elle passait plus de temps sur son téléphone qu'à me parler. Elle écrivait toujours à ses amis concernant des mises à jour importantes et des décisions majeures à venir. J'ai ignoré cela. L'excitation des jeunes mariés, n'est-ce pas? Faux. Dès que nous avons franchi la porte d'entrée, elle était déjà de nouveau au téléphone. Pas avec la famille pour demander comment s'était passé le voyage. Pas avec le travail pour vérifier si elle avait besoin de quelque chose. Non. Elle parlait à son groupe de quelque chose qu'elle appelait sans cesse la réunion. De quelle réunion parles-tu? J'ai posé cette question en déposant nos sacs dans le salon. Elle a couvert le téléphone avec sa main. Rien qui doive t'inquiéter pour le moment. Juste des trucs de filles. Des trucs de filles. Après 2 ans de relation et 6 mois de fiançailles. Je pensais savoir ce que cela signifiait. Le shopping. Les potins ou peut-être la planification de la fête d'anniversaire de quelqu'un. Je n'avais aucune idée que j'allais recevoir une leçon magistrale de guerre psychologique. Ce soir-là. Pendant que je défaisais mes bagages et tentais de reprendre une vie normale. Elle était dans la cuisine pour ce qui ressemblait à une conférence téléphonique. J'ai saisi des bribes de conversation. Elle disait que demain convenait parfaitement et qu'il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Et ma phrase préférée fut la suivante. Croyez-moi. À la fin de tout ceci, il comprendra comment fonctionne réellement le mariage. Je suis entré dans la cuisine pendant ce dernier commentaire. Elle a rapidement mis fin à l'appel. Salut chérie, a-t-elle dit avec une voix soudainement très douce. Donc demain après-midi. Les filles viennent à la maison. Nous devons discuter un peu de notre avenir ensemble. Notre avenir? J'ai attrapé une bière dans le réfrigérateur. Je pensais que nous venions de passer 5 jours à parler de notre avenir. N'était-ce pas le but de la lune de miel? Elle a ri. Mais ce n'était pas le rire dont j'étais tombé amoureux. C'était un rire forcé comme si elle avait répété cette conversation. Oh. C'était juste le côté romantique. Il s'agit maintenant du côté pratique et des choses réelles. J'ai pris une gorgée de ma bière et j'ai étudié son visage. Quelque chose avait changé et ce n'était pas subtil. La femme qui avait été enjouée et spontanée tout au long de notre relation parlait soudainement comme si elle préparait une fusion d'entreprise. Quel genre de choses pratiques nécessite la présence de tout ton groupe d'amis? Elles sont juste là pour le soutien. Tu sais à quel point elles sont importantes pour moi. Elle s'est approchée en posant ses mains sur ma poitrine de la façon dont elle le faisait quand elle voulait quelque chose. En outre, elles sont toutes mariées depuis plus longtemps que nous. Elles ont de l'expérience. Expérience. Le mot flottait dans l'air comme une sonnette d'alarme. De l'expérience dans quel domaine exactement? Pour faire fonctionner les mariages à long terme et pour fixer des attentes appropriées. Avec. Elle s'est arrêtée pour chercher les bons mots. Pour établir des limites saines dès le début. J'ai terminé ma bière et j'ai posé la bouteille vide sur le comptoir. Des limites dans notre mariage qui nécessitent un comité pour être établi. Ne sois pas dramatique. Ce n'est qu'une conversation. Mais la façon dont elle l'a dit et le fait qu'elle ne me regardait pas dans les yeux m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Cela n'allait pas être une conversation. Cela allait être une intervention. Cette nuit-là. Allongé dans mon lit à côté de ma femme depuis exactement 25 heures. Je fixais le plafond et j'essayais d'analyser ce qui se passait. Pendant toute notre relation. Elle n'avait jamais mentionné avoir besoin de l'avis de ses amis sur nos décisions. Elle n'avait jamais parlé d'établir des limites ou des attentes appropriées. Elle avait été indépendante. Confiante et directe. Si elle avait un problème avec quelque chose, elle me le disait.
Si elle voulait changer quelque chose. Elle en parlait. Nous parlions. Nous faisions des compromis. Nous trouvions des solutions ensemble. Mais maintenant. Soudainement. Elle avait besoin d'un groupe de soutien pour avoir une conversation avec son propre mari. Je me suis tourné pour la regarder. Elle dormait ou faisait semblant de dormir. Mais même dans le noir. Je pouvais voir l'écran de son téléphone s'allumer toutes les quelques minutes avec des messages entrants. La discussion de groupe faisait apparemment des heures supplémentaires. Le lendemain matin. Elle s'est levée tôt pour nettoyer la maison comme si nous attendions le président. Elle a réorganisé les meubles. Elle a acheté des fleurs fraîches et a même sorti les bonnes tasses à café. Celles que nous avions reçues comme cadeau de mariage et que nous n'avions jamais utilisées. Cela semble être beaucoup de préparation pour une simple discussion. J'ai fait cette remarque en la regardant passer l'aspirateur dans le salon pour la deuxième fois. Je veux juste que tout soit parfait. C'est important. Assez important pour passer l'aspirateur 2 fois. Elle s'est arrêtée et m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. C'était le regard que quelqu'un vous lance juste avant de vous dire quelque chose que vous ne voulez vraiment pas entendre. Écoute. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Le mariage est différent de la simple fréquentation. Il y a des règles maintenant ainsi que des attentes. Et si nous voulons que cela fonctionne, nous devons tous les deux être sur la même longueur d'onde concernant ces éléments. Des règles. Pas des accords. Pas des compréhensions ni des décisions mutuelles. Des règles. Et ces règles proviennent de tes amis. Elles viennent de l'expérience. De femmes qui ont appris ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Je me suis assis sur notre canapé. Le même canapé où nous avions passé d'innombrables soirées à regarder des séries et à planifier notre avenir. Le même canapé où elle avait dit oui quand je l'avais demandé en mariage. Maintenant. J'avais l'impression d'être assis dans une salle d'audience en attendant que ma sentence soit lue. Et si je ne suis pas d'accord avec ces règles? Pendant un bref instant. Son masque est tombé. Le ton doux et raisonnable a disparu et j'ai vu un éclair de froideur dans ses yeux. Alors nous aurons un problème. 3 heures plus tard. Son groupe est arrivé. 4 femmes. Toutes mariées. Toutes portant des carnets de notes comme si elles assistaient à une réunion de direction. Elles ont serré ma femme dans leurs bras comme si elles saluaient un camarade soldat avant la bataille. Et elles m'ont regardé comme si j'étais le territoire ennemi qu'elles s'apprêtaient à conquérir. Alors qu'elles s'installaient dans mon salon en se disposant comme un tribunal. J'ai réalisé que j'allais découvrir exactement ce que ma nouvelle femme entendait par la façon dont le mariage fonctionne réellement. Et j'avais le sentiment que je n'allais pas aimer la leçon. Desquelles se sont toutes assises. J'ai su que cela n'allait pas être une discussion amicale. Ces femmes avaient l'énergie d'une prise de contrôle d'entreprise et j'étais apparemment la société en cours d'acquisition. Ma femme a pris sa place au centre du groupe comme si elle présidait une réunion. Les autres se sont disposés de manière stratégique dans la pièce. Une à chaque extrémité du canapé. Une dans le fauteuil et une a même sorti une chaise pliante qu'elle avait apportée de chez elle. Une chaise pliante dans ma maison pour une conversation sur mon mariage. Ma femme a ainsi commencé avec une voix prenant ce ton formel étrange que je n'avais jamais entendu auparavant. J'ai pensé qu'il serait bon que tout le monde se rencontre correctement maintenant que nous sommes officiellement mariés. Tout le monde a hoché la tête comme si cela était parfaitement logique. Comme si tendre une embuscade aux jeunes mariés était une tradition honorée par le temps. La femme dans le fauteuil que j'ai reconnue comme la plus loquace lors des rassemblements précédents a sorti ce qui ressemblait à un document imprimé. Plusieurs pages agrafées. Nous avons élaboré quelques directives a-t-elle annoncées sur la base de notre expérience collective dans les mariages réussis. Des directives avec des documents officiels. J'ai regardé ma femme. Tu es sérieuse à ce sujet? Totalement sérieuse a-t-elle répondu. Le mariage est un partenariat et les partenariats ont besoin de structure. La femme avec le document s'est raclé la gorge. Règle numéro 1. La transparence financière et la prise de décision conjointe pour tout achat supérieur à $50. J'ai cligné des yeux. $50? Il s'agit de respect. Une autre est intervenue. Mon mari a appris cela lorsqu'il a acheté une canne à pêche sans me le demander d'abord. Une canne à pêche? Ai-je répété. $89?
A-t-elle dit comme si elle en était encore personnellement offensée. Ma femme hochait la tête avec enthousiasme. C'est tout à fait logique. Nous devrions discuter des achats majeurs. 50$ est un achat majeur? Ai-je demandé pendant que la femme avec le document continuait sa lecture. Règle numéro 2. Tous les projets sociaux impliquant d'autres femmes doivent être préapprouvés et discutés. D'autres femmes, ai-je dit lentement. Comme des collègues féminines ou des amies que j'ai depuis des années. Surtout les amies, a dit ma femme. Ces relations ont besoin de limites maintenant. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Pendant toute notre relation. Elle n'avait jamais exprimé d'inquiétude au sujet de mes amis. Elle avait d'ailleurs elle-même passé du temps avec elles lors de fêtes et de rassemblements. Règle numéro 3, a poursuivi la lectrice. Les responsabilités ménagères seront réparties de manière égale avec la compréhension que le travail émotionnel incombe principalement au mari pour l'initiation. Qu'est-ce que cela signifie même? La femme sur la chaise pliante s'est penchée en avant. Cela signifie que vous n'attendez pas qu'on vous demande de remarquer ce qui doit être fait. Vous anticipez. Vous gérez. Vous assumez la responsabilité du climat émotionnel du foyer. J'ai regardé autour de la pièce ces 4 femmes qui avaient apparemment décidé de mon sort. Laissez-moi bien comprendre. Vous voulez que je gère l'argent comme un adolescent avec une allocation. Que j'abandonne des amitiés que vous trouvez soudainement menaçantes et que je devienne un télépathe pour les tâches ménagères? Tu simplifies à l'extrême, a dit ma femme. Mais sa voix avait maintenant un ton tranchant. Vraiment? Parce qu'il semble que tu as passé notre lune de miel à planifier comment restructurer complètement ma vie. La femme avec le document n'avait pas terminé. Règle numéro 4. Des bilans matrimoniaux hebdomadaires pour discuter de tout problème ou de toute préoccupation. Avec vous 4 présentes? Ai-je demandé. Oh non, a ri ma femme. Juste nous. Mais je tiendrai les filles au courant de nos progrès. Des progrès comme si j'étais un projet en développement. Règle numéro 5. Des limites sur les réseaux sociaux. Y compris l'interdiction d'aimer ou de commenter les publications de femmes célibataires ou d'ex-petites amies. Règle numéro 6. Les projets du week-end nécessitent un accord mutuel en accordant la priorité au temps passé en famille et en couple. La liste continuait. Des restrictions sur les endroits où je pouvais aller seul. Des exigences pour donner des nouvelles tout au long de la journée. Des attentes sur la fréquence à laquelle je devais initier des conversations sur notre relation. Des directives sur la façon dont je devais interagir avec sa famille. Au moment où elles ont terminé leur lecture, j'avais compté 14 règles distinctes. 14 façons dont ma vie était sur le point de devenir une existence soigneusement surveillée et préapprouvée. Ma femme a ainsi demandé lorsque la lecture fut terminée. Qu'en penses-tu? La pièce est devenue silencieuse et 4 visages pleins d'attente m'ont dévisagé en attendant ma soumission. Je me suis levé. Je pense que c'est la manipulation la plus élaborée à laquelle j'ai jamais assisté. La température dans la pièce a chuté d'environ 20 degrés. Excuse-moi, a dit ma femme. Tu m'as entendu. Il ne s'agit pas d'établir des limites saines. Il s'agit de contrôle. Un contrôle complet et total. La femme sur la chaise pliante a croisé les bras. Ce sont des attentes raisonnables pour un mariage mature. Raisonnable? J'ai ri mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Vous voulez réglementer mes amitiés. Surveiller mes dépenses jusqu'à 50$ et faire des évaluations hebdomadaires de mon comportement en tant que mari? Ce n'est pas un mariage. C'est une peine de prison avec une meilleure décoration. Ma femme s'est levée aussi avec le visage rougissant. Ce ne sont pas des restrictions. Ce sont des directives pour le respect. Le respect. Je l'ai regardé directement. Quand exactement avais-tu prévu de me respecter assez pour discuter de tout cela avant de prendre ta décision? Quand allais-tu me respecter assez pour ne pas me tendre une embuscade avec un comité de juges dans mon propre salon? Nous ne sommes pas des juges à protester l'une d'elles. Nous sommes des amis offrant du soutien. Du soutien? Ai-je répété. D'accord. Est-ce ainsi que vous appelez le fait de vous asseoir dans la maison de quelqu'un avec une liste imprimée d'exigences? Le masque de ma femme commençait à glisser. Tu es dramatique.
Chaque mariage réussi a des limites et chaque mariage réussi négocie ses limites entre les deux personnes réellement dans le mariage et non à travers un groupe de discussion d'opinions extérieures. Je me suis dirigé vers le centre de la pièce en regardant chacune d'elles à tour de rôle. Voici ce que je pense qu'il s'est réellement passé. Vous avez toutes passé des mois ou peut-être des années à planifier cette petite intervention. Vous avez attendu après le mariage quand vous pensiez que je serais pris au piège. Et puis vous avez décidé de dévoiler votre plan directeur pour me transformer en n'importe quelle version d'un mari qui correspond à votre fantasme collectif. Le silence était assourdissant. Le problème est que vous avez fait une erreur de calcul critique. Vous avez supposé que j'allais accepter tout cela. Vous avez supposé que parce que j'aime ma femme, j'accepterais d'être traité comme un enfant qui a besoin d'être géré par un comité. Le visage de ma femme devenait de plus en plus rouge. Tu déformes cela en quelque chose que ce n'est pas. Vraiment? Parce que de là où je me tiens, cela ressemble exactement à ce que c'est. 4 femmes qui ont décidé que mon autonomie et mes amitiés ainsi que mes droits fondamentaux de prise de décision en tant qu'adulte sont moins importants que votre besoin de contrôler chaque aspect de la façon dont je vis ma vie. Je me suis tourné vers ma femme spécifiquement et toi. Tu as planifié cela tout au long de notre relation, n'est-ce pas? Agir comme une certaine personne pendant la fréquentation et les fiançailles pour ensuite révéler le véritable programme une fois que tu pensais qu'il était trop tard pour que je parte. Ce n'est pas à tel commencé. Mais je n'avais pas terminé. Voici votre premier aperçu de la façon dont je gère les limites. Je ne négocie pas avec des comités. Je n'accepte pas les ultimatums déguisés en directives et je ne laisse absolument personne transformer mon mariage en une probation surveillée. J'ai regardé la femme qui tenait toujours le livre de règles. Vous pouvez garder votre liste mais vous devriez y ajouter une règle supplémentaire. Laquelle? A-t-elle demandé. Règle 15. Que se passe-t-il quand votre mari refuse de jouer le jeu? La pièce a explosé. Les 4 ont commencé à parler en même temps. Les voix s'élevaient et les accusations fusaient. Des mots comme immature et déraisonnable ainsi que des problèmes d'engagement remplissaient l'air. Mais je n'écoutais plus. Je regardais le visage de ma femme alors que son plan soigneusement orchestré s'effondrait en temps réel. Et ce que j'y ai vu m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la personne que j'avais réellement épousée. Après que ses amis soient partis dans un nuage de soupirs offensés et de claquements de portes dramatiques. Ma femme a changé de tactique. Fini le ton doux et raisonnable qu'elle avait utilisé lors de la présentation de groupe. Ce qui l'a remplacé était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant et ce n'était pas joli. Tu viens de m'humilier devant mes amis les plus proches, a-t-elle dit avec une voix tremblante de rage. Je me suis défendu contre une embuscade. Il y a une différence. Elle a commencé à faire les 100 pas dans le salon comme un animal en cage. Ces femmes ont des mariages réussis. Elles essayaient de nous aider à éviter les erreurs qu'elles ont commises au début. En contrôlant chaque aspect de mon existence. Oui. Cela ressemble à une recette pour le bonheur conjugal. Elle s'est retournée pour me faire face. Tu sais quel est ton problème? Tu es égoïste. Tu ne peux pas voir au-delà de tes propres désirs pour comprendre ce qu'un partenariat exige réellement. Je me suis rassis sur le canapé pour l'étudier. Ce n'était pas la femme que j'avais fréquentée pendant 2 ans. Ce n'était même pas la femme que j'avais épousée il y a 3 jours. C'était quelqu'un d'autre entièrement et je commençais à réaliser qu'elle s'était cachée derrière un masque pendant toute notre relation. Explique-moi comment renoncer à mon autonomie de base fait de moi un meilleur partenaire. Il ne s'agit pas de renoncer à l'autonomie. Il s'agit de montrer du respect. Il s'agit de prouver que notre mariage passe en premier. Le respect, ai-je dit lentement. Comme le respect que tu m'as montré en planifiant cette embuscade à mon insu. Comme le respect que tu as montré en discutant de notre relation privée avec tes amis pendant des mois avant de prendre la peine de m'inclure dans la conversation. Son visage s'est tordu de frustration. Tout n'a pas besoin d'être discuté à mort. Certaines choses relèvent simplement du bon sens. Le bon sens comme exiger une permission pour dépenser $50 de mon propre argent. Ce n'est plus ton argent. C'est notre argent. C'est ce que signifie le mariage. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Notre argent géré selon des règles que je n'ai pas contribué à créer. Elle s'est assise en face de moi. Son expression s'est transformée en ce que je commençais à reconnaître comme son visage de manipulation. Des traits plus doux.
des yeux inquiets et la voix qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Écoute. Je sais qu'il s'agit d'un ajustement. Le mariage est difficile pour tout le monde au début. Mais si tu pouvais juste essayer de le voir de mon point de vue. Ton point de vue. Celui où tu peux complètement restructurer ma vie sans mon consentement et ensuite appeler cela un partenariat. Je ne restructure pas ta vie. J'essaie de construire notre vie ensemble en éliminant tout ce qui dans ma vie te dérange toi et tes amis. Elle s'est penchée en avant pour attraper mes mains. Je les ai retirées. Ne me touche pas comme ça. Comme quoi? Comme si tu essayais de calmer un enfant difficile. Je suis ton mari et non un problème que tu dois gérer. Son masque a de nouveau glissé pendant une seconde et j'ai vu l'éclair de colère froide en dessous. Très bien. Tu veux faire cela à la dure? Faisons-le à la dure. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la cuisine. Je pouvais l'entendre ouvrir et fermer des tiroirs tout en déplaçant des choses. Quand elle est revenue, elle tenait un morceau de papier. Qu'est-ce que c'est? Les informations de notre compte bancaire commun. Celui que nous avons ouvert la semaine dernière avant le mariage. Mon estomac s'est noué. Qu'en est-il? J'ai réfléchi. Peut-être as-tu raison. Peut-être nous sommes-nous précipités dans certaines de ces décisions financières. Peut-être devrions-nous garder les choses séparées pendant un certain temps jusqu'à ce que nous découvrions comment travailler ensemble en tant qu'équipe. La menace était très claire. Accepter ces règles ou perdre l'accès à nos finances partagées. Tu menaces de me couper de l'argent auquel nous avons tous les deux contribué. Je suggère que nous fassions un pas en arrière et que nous réévaluions notre partenariat financier. Notre partenariat financier qui implique que tu aies un contrôle unilatéral sur les décisions. Elle a haussé les épaules. Je suis juste pratique. Si tu ne peux pas gérer la responsabilité des finances communes. Tu n'es peut-être pas prêt pour cela. Je l'ai fixé en regardant cette personne que je croyais connaître se révéler couche par couche. Chaque révélation était pire que la précédente. Quoi d'autre? Ai-je demandé. Quoi d'autre? Comment cela? Quelles autres menaces as-tu préparées? Quels autres moyens prévois-tu pour forcer ma soumission? Elle a incliné la tête en faisant semblant de considérer la question. Eh bien. Il y a la question de notre calendrier social. Nous avons un dîner avec tes parents la semaine prochaine et ce barbecue chez ton ami ce week-end. Je détesterais que ces événements deviennent gênants à cause de nos problèmes conjugaux. Tu menaces de m'embarrasser devant ma famille et mes amis. Je souligne que le statut de notre relation affecte nos obligations sociales. Si nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde concernant notre mariage, nous ne devrions peut-être pas nous présenter comme un couple heureux. La manipulation était si flagrante que c'était presque impressionnant. Elle menaçait essentiellement de m'humilier publiquement à moins que je ne me soumette à ses règles. Voici une autre réflexion a-t-elle poursuivi en se passionnant pour son sujet. Mes amis ont été vraiment blessés par la façon dont tu les as traités aujourd'hui. Elle commence à se demander si j'ai fait une erreur en épousant quelqu'un qui pourrait être si irrespectueux envers les personnes auxquelles je tiens. Et tu te soucies de leur opinion. Parce qu'elles sont mon système de soutien et parce que leurs maris sont ton cercle social potentiel. Parce que brûler les ponts avec elles signifie détruire la moitié de notre vie sociale. J'ai senti une froide clarté m'envahir. Ce n'était pas une femme ayant des problèmes d'ajustement au mariage. C'était une campagne calculée conçue pour briser ma résistance et forcer ma soumission. Tu sais ce qui est fascinant dans tout cela? Elle a levé un sourcil. Quoi? Il y a 2 jours. Tu me disais à quel point tu aimes mon indépendance. À quel point tu trouvais ma confiance séduisante et à quel point tu respectais le fait que j'ai mes propres opinions et que je défende mes convictions. Je le fais toujours. Non. Tu ne le fais pas. Tu ne l'as jamais fait. Tu aimais ces choses jusqu'au moment où tu as pensé que tu me possédais. Puis soudainement. Chaque qualité que tu prétends admirer est devenue un problème qui devait être résolu. Son expression s'est durcie. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Quand exactement mon indépendance financière est-elle devenue de l'égoïsme? Quand mes amitiés sont-elles devenues des menaces? Quand ma capacité à prendre mes propres décisions est-elle devenue de l'immaturité? Elle a ouvert la bouche pour répondre. Mais j'ai continué. Je vais te dire quand.
Au moment où tu as pensé que l'Alliance te donnait le droit de me reprogrammer en n'importe quelle version d'un mari que toi et ton comité aviez jugé acceptable. Tu es ridicule. Vraiment? Parce que de là où je suis assis. Il semble que tu aies planifié cette tromperie depuis des mois ou peut-être plus longtemps. Le silence s'est prolongé entre nous. Lourd du poids de ce qui se passait réellement ici. Donc voici ma question, ai-je dit finalement. Combien de temps pensais-tu que cela prendrait? Combien de temps pourquoi? Combien de temps pensais-tu qu'il faudrait pour me briser complètement? Pour faire de moi un de ces maris aux yeux creux que tes amis ont épousés. Ceux qui demandent la permission pour acheter une tasse de café et s'excusent d'avoir des opinions. Son visage est devenu blanc. Parce que c'est vraiment de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? Tu ne veux pas d'un partenaire. Tu veux un projet. Tu veux quelqu'un que tu peux modeler ainsi que contrôler et gérer jusqu'à ce qu'il oublie qu'il a déjà eu une personnalité propre. Ce n'est pas vrai. Garde ça pour toi. J'en ai assez vu. Je me suis levé et j'ai marché vers les escaliers. Où vas-tu? Faire mes valises. Faire tes valises pourquoi? Je me suis retourné pour la regarder. Cette étrangère portant le visage de ma femme. Pour partir parce que j'ai peut-être dit oui il y a 3 jours. Mais je n'ai certainement pas dit que je me rendais. Le son qu'elle a émis se situait quelque part entre un halètement et un grognement. Tu ne peux pas juste partir. Nous sommes mariés. Regarde-moi bien. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar. Je me suis de nouveau senti moi-même. Je ne suis pas parti cette nuit-là non pas parce que j'avais changé d'avis mais parce que j'ai réalisé que je devais comprendre exactement à quoi j'avais affaire avant de faire mon prochain mouvement. On ne quitte pas une partie d'échecs sans comprendre la stratégie de son adversaire. Alors qu'elle était sous la douche à pleurer et à me qualifier de déraisonnable et d'immature. J'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant dans notre relation. J'ai regardé dans son téléphone. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Il y avait une discussion de groupe appelée gestion de projet. Au début. Je pensais que c'était lié au travail. Mais en faisant défiler les messages. J'ai réalisé que le projet qu'elle gérait c'était moi et tous les autres maris de leur cercle. Les messages remontaient à des mois bien avant notre mariage. Certains d'entre eux remontaient à l'époque où nous ne faisions que nous fréquenter. La phase 1 est terminée. Ma femme avait écrit cela 2 semaines après nos fiançailles. Il a fait sa demande exactement quand et comme nous l'avions prévu. Passage à la phase 2. La phase 2 impliquait apparemment ce qu'elles appelaient le conditionnement. Des changements subtils de comportement conçus pour tester mes réactions et établir des modèles de soumission. J'ai testé l'angle du contrôle financier aujourd'hui. Avait-elle écrit un mois avant notre mariage? Je lui ai demandé de vérifier avec moi avant d'acheter cette nouvelle perceuse qu'il voulait. Il l'a fait sans poser de questions. C'est un bon signe. Je me souvenais de cette conversation. Elle avait présenté cela comme le désir d'être incluse dans les décisions qui affectaient notre espace commun. Je trouvais mignon qu'elle veuille s'impliquer. La manipulation de la soirée cinéma a parfaitement fonctionné. Disait un autre message datant de 3 semaines avant le mariage. Il a annulé ses projets avec les garçons pour rester à la maison avec moi. L'approche par la culpabilité est définitivement efficace avec lui. Ce soir-là. J'attendais avec impatience un match de basket avec des amis que je n'avais pas vus depuis des mois. Elle avait mentionné se sentir un peu seule et se demandait si nous pouvions plutôt passer une soirée tranquille ensemble. J'avais annulé mes projets sans hésiter en pensant être un fiancé attentionné. Mais les messages qui m'ont vraiment rendu malade étaient ceux où elle comparait leurs notes sur leurs différents sujets. Mise à jour sur le projet David. A écrit l'une des femmes de l'intervention d'aujourd'hui. Le verrouillage financier est achevé à 85%. Il n'a pas fait d'achat supérieur à $30 sans demander depuis 6 mois. L'isolement social est à environ 60%. Je travaille toujours sur le protocole d'élimination des amis. David. Je connaissais David. C'était un gars que j'avais rencontré à quelques fêtes et qui était marié à l'une des amies de ma femme. Il y a 2 ans. Il était extraverti. Drôle et confiant. La dernière fois que je l'avais vu. Il semblait être l'ombre de lui-même. Il vérifiait constamment son téléphone. Demandait la permission de sa femme pour tout et s'excusait d'avoir des opinions. Maintenant je savais pourquoi. Le projet Marcus affiche d'excellents progrès.
Indiquer une autre mise à jour. La conformité complète sur les réseaux sociaux est atteinte. Aucune interaction avec des contacts féminins non approuvés depuis 4 mois. Le protocole de transparence financière est entièrement mis en œuvre. Les évaluations de performance hebdomadaires se déroulent sans problème. Marcus. Un autre gars de leur cercle social. J'avais également observé sa transformation. Mais je l'avais attribué aux ajustements normaux de la vie conjugale. J'avais été un idiot. Les messages continuaient d'arriver. Une chronique détaillée de manipulations psychologiques déguisées en conseils matrimoniaux. N'oubliez pas que la clé est la mise en œuvre progressive. Ma femme avait écrit dans un message qui semblait s'adresser à tout le groupe. Si vous essayez de mettre en œuvre tous les protocoles en même temps, vous risquez une rébellion. L'approche de la grenouille dans l'eau bouillante fonctionne le mieux. L'approche de la grenouille dans l'eau bouillante. Elles avaient une véritable méthodologie pour cela. La mise en œuvre après le mariage doit être rapide mais pas soudaine. A-t-elle poursuivi. Les 30 premiers jours sont critiques. C'est à ce moment-là que vous établissez la nouvelle norme. Si vous pouvez les amener à accepter le cadre de base au cours du premier mois, tout le reste devient beaucoup plus facile. J'ai continué à faire défiler l'écran pendant que ma colère montait à chaque message. Les signes d'avertissement à surveiller. Disait un message de la femme qui avait apporté la chaise pliante aujourd'hui. Remettre en question les règles au lieu de demander des éclaircissements ou refuser de discuter des problèmes devant le groupe de soutien. Toute mention de l'époque d'avant notre mariage comme point de comparaison. Ce sont des signaux d'alarme qui indiquent que le sujet n'est pas correctement conditionné. C'est ce que j'étais pour elle. Un sujet. Si une résistance est rencontrée. Le message continuait. Passez immédiatement au protocole de la phase 3. La pression financière. Les menaces d'isolement social et les tactiques d'embarras familial sont généralement suffisantes pour retrouver la soumission. Phase 3. Je venais de vivre la phase 3. Mais le message qui m'a vraiment touché venait de ma femme et avait été envoyé juste ce matin pendant qu'elle préparait l'embuscade. Premier jour de mise en œuvre aujourd'hui. Si cela se déroule comme prévu. Le projet GEC devrait être totalement intégré au programme d'ici 2 semaines. Ces réponses de conditionnement ont été excellentes jusqu'à présent. Grande confiance dans la réussite du projet. Projet GEC. C'était moi. J'étais le projet GEC. J'ai fait défiler encore plus loin en cherchant le début de cette folie. Ce que j'ai trouvé était encore pire que ce que j'avais imaginé. Nouveau projet identifié. Ma femme avait écrit cela il y a plus de 2 ans juste après notre 3e rendez-vous. Le sujet montre un fort potentiel pour une intégration réussie. Indépendant mais pas têtu. Confiant mais pas arrogant. Financièrement stable. Socialement connecté. Axé sur la famille. Le candidat parfait. Le candidat parfait. Elle m'avait évalué comme une victime potentielle depuis notre 3e rendez-vous. Phase 1 du projet GEC initié. Avait-elle écrit une semaine plus tard. Début des protocoles de tests subtils. Nous ferons un rapport de progression chaque semaine. 2 ans. 2 années de manipulation ainsi que de tests et de conditionnement. 2 ans où elle a prétendu être quelqu'un qu'elle n'était pas tout en évaluant systématiquement mes faiblesses et en planifiant mon futur emprisonnement psychologique. J'ai continué à lire en regardant ma relation entière recadrée comme une campagne calculée de tromperie. Jalon de la phase 1 atteint. Avait-elle écrit 6 mois après le début de notre relation. Le sujet s'investit émotionnellement et commence à privilégier les préférences du chef de projet par rapport à ses anciens modèles. L'isolement par rapport aux sources potentielles d'interférence peut commencer. Je me souvenais de cette période. Elle avait commencé à avoir des problèmes avec certains de mes amis. De petites plaintes. De subtiles critiques et des expressions de sentiments blessés quand je choisissais de passer du temps avec eux plutôt qu'avec elle. J'avais commencé à les voir moins souvent en pensant que j'étais un bon petit ami. Phase 2 du projet GEC terminée. Avait-elle écrit après notre première année ensemble. Le sujet modifie maintenant de manière fiable son comportement en fonction de l'état émotionnel du chef de projet. La transparence financière augmente. Le cercle social a été filtré avec succès. Prêt pour le protocole de fiançailles. Le protocole de fiançailles. Même ma demande en mariage avait fait partie de leur jeu malsain.
Fiançailles réalisées. Avait-elle écrit le lendemain de ma demande? Le projet GEC entre maintenant dans sa phase finale avant sa mise en œuvre. Tous les objectifs préliminaires sont atteints. Le sujet est totalement engagé et ignore la véritable portée du projet. Le sujet est totalement engagé et ignore la véritable portée du projet. Les mots se sont gravés dans mon cerveau. Mais le dernier message du fil de discussion a pris la décision à ma place. La mise en œuvre du projet GEC commence demain. Elle l'avait écrit hier juste après notre retour de notre lune de miel. 2 ans de préparation aboutissant à un déploiement complet du système. Ce sera notre meilleure transformation jusqu'à présent. J'ai hâte de vous montrer à toutes le produit fini. Le produit fini. C'est ce qu'elle s'attendait à ce que je devienne. J'ai fermé le téléphone et je suis resté assis là dans notre chambre à fixer le mur pour digérer ce que je venais de découvrir. Toute ma relation avait été un mensonge. Chaque moment doux. Chaque geste affectueux. Chaque fois qu'elle me disait qu'elle m'aimait exactement comme j'étais. Tout cela avait fait partie d'une arnaque élaborée. Mais voici la chose à propos du fait de découvrir que l'on a été manipulé. Une fois que l'on voit le jeu, on ne peut plus l'ignorer. Et une fois que vous comprenez les règles, vous pouvez commencer à jouer selon les vôtres. J'ai rouvert le téléphone et j'ai commencé à prendre des captures d'écran. Chaque message. Chaque protocole. Chaque élément de preuve documentant leur manipulation systématique de plusieurs hommes. Parce que ma femme et ses amis avaient commis une erreur critique dans leur plan directeur. Elles avaient supposé que je ne le découvrirais jamais. Et maintenant que je savais exactement à quoi j'avais affaire, il était temps de leur montrer ce qui se passe quand le sujet décide de devenir le scientifique. Le jeu était sur le point de changer et j'allais être celui qui dicterait les nouvelles règles. 2 jours plus tard, j'ai exécuté mon propre protocole. Mais contrairement à la campagne de manipulation de 2 ans de ma femme, la mienne a été chirurgicale, rapide et dévastatrice. J'ai organisé un dîner en famille. Les 2 pères de parents, sa sœur et mon frère. Une annonce importante concernant le mariage leur ai-je dit. Ma femme était ravie en pensant que je m'étais enfin rendu à son programme. Nous nous sommes réunis chez ses parents le dimanche soir. Tout le monde s'attendait à des nouvelles concernant de futurs petits-enfants ou peut-être l'achat d'une maison. Au lieu de cela, ils ont eu droit à une leçon magistrale sur la révélation de la manipulation psychologique. Je voulais que tout le monde soit ici et je commençais. Parce que j'ai découvert quelque chose à propos de notre mariage qui nous affecte tous. Ma femme rayonnait en pensant toujours que cela se déroulait selon son plan. J'ai sorti des copies imprimées des messages de la discussion de groupe. Chaque protocole. Chaque technique de manipulation et chaque référence au projet GEC ainsi qu'aux autres hommes qu'elles avaient systématiquement détruits. Au cours des 2 dernières années, j'ai été le sujet de ce que votre fille appelle le projet GEC. Une campagne coordonnée pour me manipuler psychologiquement et me contrôler planifiée et exécutée avec l'aide de ses amis. Le silence fut immédiat et total. J'ai remis des copies aux 2 groupes de parents. La page 3 montre son évaluation initiale de moi comme un candidat parfait pour la manipulation. La page 7 détaille les protocoles de conditionnement qu'elle a utilisés pendant nos fiançailles. La page 12 décrit la stratégie de mise en œuvre qui a commencé avec l'embuscade d'hier. Le visage de ma femme est passé de la confusion à la panique puis à la rage en environ 10 secondes. C'est privé, a-t-elle sifflé. La vie privée, ai-je dit calmement. C'est quelque chose à laquelle tu as renoncé quand tu as transformé notre relation en un projet de groupe. Son père lisait avec un regard d'horreur grandissant. De quoi s'agit-il avec ces verrouillages financiers et cet isolement social? Votre fille et ses amis ont développé une approche systématique pour briser psychologiquement les hommes après le mariage. Elles appellent cela la gestion de projet. Elles comparent leurs notes sur les techniques. Célèbrent les étapes importantes de la dégradation de leur sujet et s'aident mutuellement à surmonter la résistance. Ma femme s'est levée avec le visage rouge de fureur. Tu sors cela complètement de son contexte. Le contexte, ai-je répondu. Comme faire référence à moi en tant que sujet pendant 2 ans. Comme célébrer le fait de m'avoir manipulé avec succès pour annuler des projets avec des amis. Sa mère fixait les papiers sous le choc. Ma chérie. As-tu vraiment écrit ces choses? Ce n'est pas ce que cela semble être. A commencé ma femme.
Mais son père l'a interrompu. Il semble que tu aies menti à cet homme pendant toute votre relation. Je me suis tourné pour m'adresser à l'assemblée. La femme que vous pensiez tous connaître n'existe pas. Pendant 2 ans. Elle a joué un personnage conçu pour me faire tomber amoureux de quelqu'un qui n'a jamais été réel. Ma femme a tenté une dernière manipulation. Je t'aime. Tout ce que j'ai fait était pour rendre notre mariage plus fort. Je l'ai regardé directement. Tu ne m'aimes pas. Tu aimes l'idée de me contrôler. Il y a une différence. Sa sœur a finalement pris la parole. C'est de la folie. Tu détruis ton mariage pour quelques messages textes. Non, ai-je dit en me levant. Elle a détruit notre mariage au moment où elle a décidé que j'étais un projet au lieu d'un partenaire. J'ai rassemblé les papiers et j'ai regardé autour de la pièce une dernière fois. Le mariage est terminé. Je demanderai l'annulation demain pour motif de fraude. Elle pourra expliquer à ses amis que le projet GEC a été définitivement abandonné. En me dirigeant vers la porte. J'ai entendu la voix de ma femme derrière moi. Elle n'était plus douce ou manipulatrice mais empreinte de désespoir. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes mariés. Tu ne peux pas juste partir. Je me suis retourné vers elle et pour la première fois depuis des jours. J'ai souri. Regarde-moi faire. La dernière chose que j'ai entendue en partant a été sa mère qui demandait. Que as-tu fait? Ce qu'elle avait fait. C'était de sous-estimer l'homme qu'elle pensait pouvoir contrôler. Et maintenant? Elle allait apprendre ce qui se passe quand la proie devient le prédateur. L'annulation a été prononcée plus rapidement que quiconque ne l'avait prévu. Il s'avère que des preuves documentées de fraude systématique rendent les procédures judiciaires remarquablement simples. Mais la véritable satisfaction est venue de voir l'ensemble du réseau de gestion de projets s'effondrer en temps réel. En moins d'une semaine. David m'a appelé. As-tu vraiment exposé cette discussion de groupe? Chaque mot. Mon ami. Ma femme est en mode crise depuis des jours. Elle n'arrête pas de demander si j'étais au courant de ces messages. L'étais-tu? Tu plaisantes? Je pensais juste être un bon mari. Je n'avais aucune idée que je faisais partie d'une expérience malsaine. L'effet d'entraînement a été magnifique. Une fois que les autres hommes ont vu les preuves, ils ont commencé à reconnaître les schémas dans leur propre mariage. Le conditionnement. L'isolement progressif et l'érosion systématique de leur autonomie. Marcus a demandé la séparation 2 semaines plus tard. J'ai passé 3 ans à demander la permission d'exister dans ma propre vie, m'a-t-il dit autour d'un café. J'avais oublié ce que cela faisait de prendre mes propres décisions. Le groupe de femmes s'est complètement dissous. Il est difficile de maintenir un réseau de manipulation quand vos sujets savent qu'ils sont manipulés. Mon ex-femme a tenté de limiter les dégâts en contactant des amis communs avec des histoires sur la façon dont j'avais tout mal compris. Mais ses captures d'écran ne mentent pas et ses explications devenaient de plus en plus désespérées à chaque fois. Elle a même essayé l'approche directe en se présentant à mon appartement 3 semaines après l'annulation. Pouvons-nous parler? A-t-elle demandé quand j'ai ouvert la porte. Nous n'avons rien à discuter. J'ai fait des erreurs mais nous pouvons arranger cela. Nous pouvons aller en thérapie. J'ai presque ri. En thérapie? Pour que tu puisses apprendre de meilleures techniques de manipulation. Ce n'était pas de la manipulation. J'essayais de construire un mariage solide. Tu essayais de construire une prison. Le fait que tu ne puisses toujours pas voir la différence me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Elle a ensuite essayé les larmes. S'il te plaît. Je t'aime. Non. Ce n'est pas vrai. Tu aimes le contrôle. Tu aimes l'idée de posséder quelqu'un mais tu ne m'aimes pas parce que tu n'as jamais pris la peine d'apprendre qui je suis réellement. Ce n'est pas vrai. Prouve-le. Dis-moi une chose que tu aimes chez moi et qui n'est pas quelque chose que tu as essayé de changer. Elle a ouvert la bouche puis l'a refermée. Le silence s'est prolongé entre nous. C'est bien ce que je pensais. 6 mois plus tard. Je l'ai croisée dans un café. Elle était avec un gars qui me semblait vaguement familier. Probablement un autre candidat parfait pour son prochain projet. Elle m'a vu et a essayé de faire un signe de la main comme si nous étions de vieux amis qui s'étaient simplement éloignés. Je l'ai ignoré complètement parce que voici ce que j'ai appris de toute cette expérience.
Le respect n'est pas quelque chose que l'on gagne en se soumettant à la manipulation. C'est quelque chose que l'on maintient en refusant de l'accepter. Ma vie maintenant est exactement ce qu'elle était avant de la rencontrer, mais en mieux. Je prends mes propres décisions. Je dépense mon propre argent. J'entretiens mes propres amitiés et je ne rends de compte à personne d'autre qu'à moi-même. Les amis que j'avais commencé à éviter pendant son conditionnement m'ont accueilli de nouveau sans poser de questions. La confiance qu'elle avait passé 2 ans à essayer d'éroder est revenue plus forte que jamais. Et la meilleure partie est que je sais maintenant exactement ce qu'il faut surveiller. Ces tests subtils. Ce repoussement graduel des limites et ce groupe d'amis qui semble un peu trop intéressé par la dynamique de votre relation. J'ai en fait aidé 3 autres gars à reconnaître des schémas similaires dans leur propre relation. Il est incroyable de voir à quel point la manipulation devient évidente une fois que l'on sait quoi chercher. Quant à mon ex-femme. Aux dernières nouvelles. Elle était toujours célibataire. Apparemment. Les rumeurs circulent dans les cercles sociaux quand quelqu'un est démasqué pour manipulation psychologique systématique. Son livre de règles est devenu un manuel pour la vie de célibataire exactement comme je l'avais prédit. Parfois je me demande si elle a jamais compris où elle s'était trompée. Si elle a jamais réalisé que le problème n'était pas ma résistance à son programme mais le programme lui-même. Mais honnêtement, je ne me pose pas la question très longtemps. Je suis trop occupé à vivre la vie qu'elle a essayé de m'enlever. Et c'est exactement la vie que je choisis de vivre.